Vincent Wartner, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes vidéaste, photographe, documentariste. Et en mai, vous êtes parti donc en Syrie, dans le camp de Roj. Où vous avez pu rencontrer et filmer des images rares donc de femmes de Daesh, qu'on appelle des femmes de Daesh, françaises en l'espèce, dont deux femmes particulièrement, Estelle et Jeanne, qui sont avec leurs enfants, qui ont, si je ne m'abuse, sont partis en 2014 pour rejoindre le djihad, se sont mariés, et en 2017 ont été donc arrêtés et mis dans ce camp. Alors la question, c'est quelles ont été vos motivations d'abord pour tenter d'aller voir ces femmes, parce que c'est très compliqué de pouvoir rentrer dans ces camps. Comment on fait en fait? Alors, c'est très compliqué de rentrer dans ces camps, mais c'est déjà très compliqué de rentrer en Syrie. Bon, après, une fois que nous, on a les procédures en tant que journaliste, en fait, avec la procédure, on arrive quand même à rentrer. Contrairement, par exemple, à des avocats ou des choses comme ça qui essaient d'aller les voir, mais qui sont systématiquement bloqués, quoi. Alors, je partais pas au départ pour aller faire ce sujet. Je partais pour faire un autre sujet qui n'avait rien à voir. Mais quand on va dans ce genre de pays, on est bien prévoir un plan B au cas où le plan A ne marche pas, quoi. Et cette question des femmes djihadistes, c'est quelque chose qui me taraude depuis quelques temps, parce que je suis comme tous les Français, c'est une question qui est très sensible. Et j'avais, je peux le dire, en fait, un avis très négatif sur le rapatriement de ces femmes et de ces enfants au départ. Le fait d'avoir choisi de travailler d'avoir essayé de les rencontrer, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, même en bouclant tout depuis Paris. Qui s'occupe de ces camps alors? Par exemple, qui avez-vous rencontré sur place pour pouvoir rentrer? C'est les Kurdes? Qui garde Alors, ces il y a camps? deux choses très importantes. C'est effectivement, ces camps sont tenus par les FDS, les Forces démocratiques syriennes, qui sont à grande majorité euh, composées de soldats kurdes. Il y a aussi des chrétiens et d'autres factions arabes. Mais les Kurdes, ça représente, je dirais, peut-être 70-80%, quoi. Nous sommes dans le Rojava, donc dans le nord-est de la Syrie, la région autonome du Rojava, kurde, qui n'est pas reconnue par un comité international, mais ce sont bien les Kurdes et FDS qui tiennent ces camps. Euh, L'autre point important, c'est aussi les connexions qu'on a sur place, c'est-à-dire que les fixeurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle nos guides, mais qui en fait sont là pour nous arranger, faciliter les contacts avec les autorités, parfois aussi pour nous protéger, hein, c'est un peu leur double rôle. Suivant le degré d'implication de ce fixeur dans la chaîne hiérarchique de commandement, vous aurez plus ou moins de facilité. Moi, j'avais la chance d'avoir un fixeur qui avait beaucoup de connexions et qui m'a vraiment facilité le boulot parce que c'était à l'époque très compliqué Ouais. de rentrer dans ce camp. Donc vous avez réussi à rentrer dans ce camp. Qu'est-ce qu'on voit quand on rentre dans ce camp? C'est quoi? C'est des tentes, il y a du bâti en dur. Ce sont que des femmes, ce sont des tentes où il n'y a que des femmes. Alors, ce camp est spécial parce que effectivement, il y a une majorité de femmes et d'enfants. Toutes les Françaises qui étaient détenues en Syrie, par exemple dans le camp d'Alol, ont été rapatriées dans ce camp. Quand vous arrivez, en fait, il faut imaginer une plaine assez désertique, et ce camp qui est au milieu, sous le soleil brûlant, et puis qui fait face aussi aux éléments l'hiver, comme le froid, la neige. Les conditions sont assez extrêmes. C'est un camp de tentes de réfugiés, comme on pourrait voir un peu partout. Sauf que il y a la différence avec un camp de réfugiés, c'est qu'il y a une grosse présence militaire. Il y a 2-3 bâtiments en dur, mais c'est effectivement un vaste champ de Il y a une tentes. présence militaire parce que ce sont des femmes djihadistes. Tout à fait. Donc potentiellement, ce sont des femmes considérées comme dangereuses par les gens qui les gardent aussi. C'est-à-dire des femmes qui ont pu être aussi peut-être des combattantes et pas seulement des femmes de combattants. Il y a cette dimension-là, il y a aussi qui fait que ces camps sont gardés de manière très militaire. Exactement. Alors, le degré d'implication de ces femmes, vous allez trouver tous les niveaux, hein. Il y a des femmes qui n'ont effectivement absolument rien fait, qui étaient cantonnées en fait dans leur appartement ou dans leur maison à faire à manger, à s'occuper des enfants. On sait qu'il y en a d'autres qui étaient un peu plus actives, entre autres sur la police des mœurs. Ouais. Et voilà, effectivement, ça représente un danger, puisque Et Estelle et Jeanne, elles étaient de quel côté? C'était des combattantes ou plutôt des femmes non, alors, police des mœurs, des femmes qui étaient à la maison, qui ont suivi leur mari? Quelles étaient leurs motivations à ces deux femmes? ce sont deux parcours très différents, Estelle et Jeanne. Vraiment, les profils sont vraiment sont pas du tout pareils. D'ailleurs, on peut le voir aussi dans l'interview, la façon dont elle s'habille aussi maintenant. Estelle, elle laissé tomber le voile. Jeanne le garde encore. Donc,
Donc voilà, et effectivement, ça peut représenter un danger, puisqu'on sait très bien qu'il y a des femmes, entre autres françaises, hein, qui n'ont pas fait du tout de travail de repenti à cette question-là. Et on sait très bien que, par exemple, dans le camp d'Alol, les islamiques a réussi à recréer un petit État avec ses lois, avec ses punitions. Il y a eu régulièrement des morts, des Entre gens. femmes ou C'est possible entre femmes, tout à fait, quoi. On a quand même affaire à des femmes qui sont plus que radicalisées parfois. Ce n'est pas le cas pour moi des femmes d'Estelle et Jeanne que j'ai pu rencontrer, qui, moi, je pense, étaient passives, d'autant plus qu'elles avaient des enfants à s'occuper. Alors, même si elles ont appris, pour certaines, le maniement du Kalachnikov, de là à ce qu'elles sortent la Kalachnikov en l'air et qu'elles tirent sur des assaillants, moi, personnellement, je ne les vois pas. Après, je sais qu'il y a des profils qui sont beaucoup plus inquiétants, ils sont encore là-bas, quoi. Alors, par exemple, vous dites que Estelle et Jeanne sont deux profils différents. Effectivement, on le voit dans les images. On sent qu'il y a la première d'entre elles semble, en tout cas, être beaucoup plus dans la compréhension de ce qu'elle a fait et peut-être intuitivement on peut sentir une sorte de repentir. Bon, néanmoins, quelle avait été sa motivation à cette femme pour partir? Elle vient de quelle région et pourquoi est-elle partie? Qu'est-ce qu'elle a fait? D'abord, Alors, elle. Estelle vient de la région parisienne, j'en dirai pas plus parce que, Mhm. pour des raisons de confidentialité, et Jeanne, elle vient de Bretagne en fait. Euh, Deux parcours différents. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'elles peuvent dire, aux mots qu'elles peuvent prononcer et au jugement qu'on peut porter sur ces paroles, quoi. Euh, Estelle est partie, après ça n'engage que moi, mais je pense qu'elle est partie tout simplement par amour de son conjoint. Elle l'a suivi là-bas. Euh, et Jeanne, elle, a quand même un parcours de vie, elle l'explique, et puis je pense qu'elle dit la vérité, elle a un parcours de vie assez chaotique. Euh, il y a quand même des gens qui sont partis, enfin, des femmes très jeunes qui sont parties là-bas, parfois avec comment dire, c'était pas pour une question de religion, ou c'était juste parce qu'elles étaient en rupture avec leur famille, ce genre de choses. Donc c'est vraiment deux profils différents. Évidemment, le profil de Jeanne est plus complexe que celui d'Estelle, qui elle a une histoire très simple. Elle a suivi son mari là-bas. Son mari est arrêté après la chute de Raqqa. Il est en Irak, il est condamné à mort. Voilà. Aujourd'hui, son mari est toujours vivant, donc, en fait. A priori, il est toujours vivant. D'accord. Parce que Et même il est si, condamné à mort par qui, en fait? Par par, le le, gouvernement par les irakien? Irakiens, D'accord. sachant que Donc il a été reconnu comme djihadiste tout à fait. activiste lié à l'État islamique. Tout à fait. Les Irakiens ont même condamné des femmes françaises comme djihadistes allant jusqu'à la peine de mort, qui sont en général commis en peine de prison à vie, quoi. Mais ils les arrêtent, ils les jugent. En Syrie, ce n'est pas du tout le cas, quoi. En Syrie, il n'y a pas de justice de reconnue, il n'y a pas de tribunaux. On ne peut pas les juger là-bas, quoi. C'est toute la difficulté de cette question, c'est que le gouvernement français aimerait bien qu'elle soit jugée là-bas. Simplement, les Kurdes ne veulent pas le faire et ne peuvent pas le faire, quoi. Et ça fait comme des années qui se chargent, sûrement à coup de subvention. J'avance cette théorie, mais je pense que c'est vrai. Euh, L'État français aimerait bien qu'il soit jugé là-bas, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pas ce qui se passe en tout cas. C'est-à-dire que, concrètement parlant, si la communauté internationale, dont la France, ne reconnaît pas le Rojava, il ne peut pas y avoir de jugement de la part de gens qui ne sont pas reconnus internationalement. C'est toute la problématique. Les Kurdes veulent absolument se débarrasser de cette problématique. Ils ont d'autres choses. Ils ont d'autres problèmes à régler en ce moment. Il y a des offensives à la frontière avec la Turquie. Ça commence un peu à barder du côté irakien. C'est toujours la guerre là-bas. Daesh commence à se réactiver quand même. Donc ils ont vraiment autre chose à faire que de garder des milliers de personnes dans des camps. Parce que quand on parle des milliers de personnes à Rojava, ce sont combien il y a de femmes exactement? Vous avez l'idée du chiffre de femmes et d'enfants emprisonnés dans cette Alors, je n'ai pas les chiffres du nombre globaux, mais globaux, mais le par nombre de contre, femmes tout françaises ce à que je peu peux vous près? dire, c'est Oui. qu'il y a environ encore 80 femmes présentes sur Roj et environ 200 enfants. D'accord. Toutes ces femmes sont mères ou il y a des femmes qui sont sans enfants? Non, il y a des femmes qui sont sans enfants. D'accord. Ok. Et donc pour en revenir par exemple à Estelle, il y a quelque chose qui est troublant, c'est-à-dire qu'elle bon, elle est partie par amour pour son conjoint qui donc manifestement s'est radicalisé de son côté, mais elle avait déjà un enfant né en France.
Tout à fait. Et donc cet enfant né en France est français. Elle avait 2 enfants. 2 enfants nés en France. Voilà. Et le troisième donc né là-bas. Il est né à Raqqa. Il est né à Raqqa. Et par rapport à ça, justement, est-ce qu'on en sait un peu plus par rapport à la loi? À partir du moment où il y a 2 enfants français nés en France, est-ce qu'il n'y a pas une obligation pour le pays, donc pour l'État français, de justement au moins rapatrier les enfants? Comment ça fonctionne? Alors ça, c'est l'argument de leurs avocats. Je pense particulièrement à Marie Dosé et Ludovic Rivière, qui sont des avocats de ces familles, qui se battent pour essayer de faire changer l'opinion, en fait, l'opinion publique, mais aussi l'opinion du gouvernement sur cette question du rapatriement. La loi française, elle est claire. Si les ressortissants français ne peuvent pas être jugés sur place, et c'est le cas, ils doivent être rapatriés en France pour être jugés. Les juges, la justice française veut faire ce travail, puisque ça leur permet, déjà, ils ont beaucoup d'informations sur elles, ils savent en général à peu près de façon sûre ce qu'elles ont fait là-bas, parce qu'il y a eu des interrogatoires, il y a eu des informations qui ont été récoltées. Donc, ils savent à peu près leur niveau d'implication quand elles étaient à Raqqa. Euh, et le fait est que, effectivement, la justice, les juges veulent ce rapatriement, puisque elles sont toutes sous le coup d'une information judiciaire en France, et la justice française les attend. Sauf que la question juridique, là, est devenue une question politique aujourd'hui. Et c'est bien le problème, d'autant plus que là, on rentre dans une période électorale, et on voit clairement que rien n'est fait en ce sens. Emmanuel Macron, quand il est allé en Irak il y a peu de temps, en fait, on n'a jamais abordé la question de ces femmes. Et ça, c'est ça que mettent en avant ces avocats, c'est que la France doit juger ses ressortissants sur le sol français. Elles doivent payer en gros leurs dettes. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question de ces enfants qu'il faut mettre à l'abri absolument. Ils vivent dans des conditions effroyables. C'est un camp quand même sordide, sous des tentes. L'été, il fait extrêmement chaud, l'hiver, extrêmement froid. Ils ont des carences de nourriture. Hein. Ils sont en pleine croissance, mais ils n'ont pas le droit à tout ce qui est laitage, ce genre de choses. Quel âge ont-ils, par exemple, à l'heure actuelle? Alors ça va de 3 ans à 9 ans pour la plus grande. Et donc, elle parle français? Ils parlent français et vous le verrez, enfin, dans l'interview, elles me disent bien qu'ils ont essayé de maintenir cette langue. En tout cas, ceux qui sont nés en France parlent très bien français. Après, ceux qui sont nés sur place, comme ils évoluent dans un environnement où tout le monde parle arabe, là, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais ceux qui sont nés en France, oui, vous avez affaire à des petits Français. Ils parlent très bien français, ils ont des souvenirs de la France. C'est ça qui est dramatique quand on les voit, en fait. C'est qu'on se dit vraiment, ils n'ont rien à faire là, quoi. Et quand vous étiez devant Estelle et devant Jeanne, vous personnellement, comment vous avez perçu ces personnes-là, l'une et l'autre, l'une comme l'autre? Euh, Comment vous avez ressenti la sincérité ou la non-sincérité de vouloir revenir? Et quels sont les arguments peut-être qu'elles n'ont pas dit dans le film, mais que vous avez ressenti être peut-être plus juste encore que ce qu'elles ont pu dire? Alors, si elles le disent Ou parce pas, d'ailleurs. elles le disent parce que bon, ça fait quand même quelques années qu'elles sont enfermées, elles ont eu le temps aussi d'entre guillemets, rôder un discours. Alors, on pourrait croire aussi qu'elles sont dans une espèce de campagne de communication, en fait, en nous disant ce qu'on veut entendre pour pouvoir rentrer. Mais pour avoir passé quasiment 1 heure avec chacune d'elles, je pense quand même qu'il y a, enfin, sincèrement, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un travail de fait. Alors toutes les deux à leur niveau. Hein. Je dis pas que tout est nickel, que elles ont tiré un trait définitif sur tout ça, mais il y a eu quand même. Enfin, moi j'ai senti vraiment beaucoup de sincérité, de repenti. Elles sont conscientes qu'elles ont fait une bêtise, surtout d'avoir emmené leurs enfants avec elles. Dans ce bourbier syrien qui en fait les a beaucoup déçus quelque part, alors pour diverses raisons. Mais il y en a beaucoup qui sont allés là-bas et effectivement, au bout de quelques temps, se sont rendus compte qu'on leur avait vendu du rêve, elles ont été bernées, parfois par leur conjoint d'ailleurs, hein, et que la Qu'est-ce vie... qu'elles disent de leur conjoint aujourd'hui? Alors, bon, elle m'en a pas beaucoup parlé. Estelle, son mari, je pense que c'est quelque chose quand même qui reste sensible pour elle, puisque
elle est partie avec, il s'est fait arrêter, ils ont vécu là-bas, et c'est bien qu'elle ne le reverra jamais, quoi. Pour Jeanne, c'est différent. Jeanne est partie effectivement avec son conjoint de l'époque, mais il a été tué. Non, il est parti. En fait, il est rentré en France, il a été jugé. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée. Même elle, je crois, elle me dit des choses, mais je pense qu'elle ne sait pas tous les tenants et les aboutissants de l'aventure de son premier mari. Elle s'est remariée 2 fois après. Donc, elle a eu des enfants avec ses deux maris, quoi. Donc, vous voyez, c'est là que son histoire, elle, se complexifie un tout petit peu par rapport à celle d'Estelle, quoi. D'accord. Et donc voilà. Donc moi, moi, comment dire, la sensation que j'ai, c'est que elles veulent revenir. Elles veulent revenir pour les bonnes raisons. Elles veulent être jugées. Elles s'attendent à être jugées. Elles veulent être jugées. Elles sont prêtes à faire de la prison. Elles sont prêtes à faire de la prison. Elles se sont préparées à se séparer de leurs enfants. Euh, et puis, euh, et puis surtout, je pense qu'elles veulent vraiment partir de là-bas parce que leur situation est vraiment dramatique. Alors maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'elle représenterait éventuellement un danger pour la France. Euh, on est loin, franchement, de l'image du loup solitaire qui va fomenter un attentat dans son coin et aller se faire péter dès qu'il peut. Ce sont quand même des mères de famille, avec des réflexes de mères de famille. Elles ont des enfants, 3, 4 enfants. Moi, sincèrement, je les sens pas potentiellement dangereuses pour la France. Ça voudrait dire abandonner sa famille, tout ça. Et ça fait quand même des années qu'ils vivent en vase clos, les uns étant les repères des autres. Voilà, ils vivent vraiment en petite cellule familiale. Et je me vois mal ces femmes faire éclater tout ça, quoi. D'autant plus que c'est déjà très compliqué pour elles de revenir en France, quoi. Alors, il y a certaines femmes, je crois, qui ont accepté, je parle sous votre vérification, Mhm. que leurs enfants soient rapatriés sans elles. Euh, Est-ce que Estelle et Jeanne, in fine, on arriveraient à cette, comment dire, à cette extrémité-là ou pas? Vous en parlez? Vraiment en parler. Alors, je leur ai posé la question. C'est le cas, il y a eu des femmes qui ont laissé partir leurs enfants. Euh, Estelle, elle, sa position est claire. Elle accepterait qu'ils partent euh, pour eux, quoi, pour les mettre à l'abri. Les enfants, eux, ne veulent pas. J'aurais posé la question. Évidemment, ce sont des enfants. Leur mère, c'est leur seul repère. Ils n'ont plus de père, ils ne voient plus leur père depuis, depuis des années. C'est leur seul repère. Comme je vous dis, ils vivent vraiment les uns contre les autres. C'est leur seule protection. Euh, Jeanne, c'est un peu plus, je dirais, elle le dit, quoi. Soit on part tous ensemble, soit on part en équipe, soit on part pas. Donc elle, je pense que c'est hors de question pour elle de partir, de laisser partir ses enfants et de rester là. D'autant plus qu'elle le dit, c'est que s'ils partent, elle ne sait pas ce qu'elles vont devenir. On ne sait pas ce qu'on va faire d'eux, quoi. Et sincèrement, je pense que vu comment les choses évoluent, je pense qu'effectivement, si elles laissent partir leurs enfants, elles resteront croupir dans ce camp pendant encore des années, quoi. Aujourd'hui, quel est le parcours de ces enfants quand ils arrivent en France? Donc, ils sont immédiatement pris en charge, ils sont mis dans des familles d'accueil. Ouais. C'est quoi c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, tout à fait. Ils ne sont pas mis dans leur famille parce que, évidemment, j'imagine qu'il y a un gros travail d'évaluation sur ces familles avant qu'ils puissent récupérer leurs petits-enfants, voire neveux, ce genre de choses. Mais ils sont placés en famille d'accueil, des familles d'accueil qui sont formées spécialement pour recevoir ces enfants-là, quoi. Est-ce que les familles, justement, sont restées en contact très généralement parce qu'il y a des enfants ou aussi pour leur propre fille? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ou est-ce que c'est à cause des petits-enfants qu'on essaie de sauver les meubles? Comment ça fonctionne en Non, fait? je pense pas. Je pense que voilà, les relations d'un père, d'une mère avec son fils ou sa fille, voilà, c'est des liens familiaux. Certains, il y a eu des coupures totales. Ils ont rejeté les actes de leurs enfants. Mais on peut pas. Voilà, quand une mère s'inquiète pour son fils ou pour sa fille, enfin, c'est quand même naturel, c'est humain, quoi. Euh, Ils sont toujours en contact. Le contact est compliqué parce qu'il n'y a pas de téléphone portable dans les camps, officiellement.
bon, on sait très bien qu'il y a des téléphones qui tournent quand même. Ils arrivent quand même. Alors évidemment, quand ils étaient à Raqqa, c'était beaucoup plus simple pour eux de prendre des nouvelles. Mais depuis qu'ils sont dans ce camp, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est pas impossible, mais il faut de l'argent, il faut trouver un téléphone, et les communications sont quand même très, très, très rares, quoi. Est-ce que vous avez la possibilité de rencontrer les familles de Jeanne et Estelle? Est-ce que ça faisait partie des possibilités, des problématiques pour justement mettre en relation? Alors pour l'instant, moi, j'avais pas pensé du tout à les rencontrer. Bon, je ne vous cache pas que j'ai été contacté par une famille qui cherche aussi à avoir des nouvelles, hein. Ne serait-ce que savoir ce que devient leur fille ou leurs petits-enfants, quoi, au niveau de la santé, ce genre de choses. Donc oui, je vais rentrer en contact avec eux, mais de là à faire un travail là-dessus, pour l'instant, j'en suis vraiment au tout début et je ne sais pas. Ça va dépendre aussi de l'échange qu'on va pouvoir avoir ensemble, sachant quand même que c'est des familles qui ont été traumatisées par ces départs, qui cherchent justement à ne pas se mettre en lumière. Ça peut se comprendre. Donc, on va voir. Pour l'instant, ça sera plutôt une conversation informelle entre nous, quoi. Nous avions fait un reportage justement sur un père, une personne qui habitait l'Allier, et qui effectivement avait sa petite fille qui était, je crois aussi dans le camp de Roche, à revérifier. Mais est-ce que ces parents qui sont en France, et il y en a beaucoup, est-ce qu'il y a une forme il y a un regroupement? Est-ce que les avocats s'occupent d'eux? Est-ce qu'il y a des associations qui fait que ils essayent de faire parler en fait de ce problème en fait? Alors, doit y avoir des relations entre ces familles. Je pense que ça passe beaucoup par les avocats, entre autres, Avocats sans frontières, par exemple, dont fait partie Ludovic Rivière. Et je pense que c'est ça un peu leur connexion, en fait. Après, de famille à famille, oui, je pense qu'il va y avoir des... Vous savez, dans ces situations-là, de familles désespérées, parce que c'était quand même un traumatisme sans pareil pour ces familles. Imaginez votre fils qui part faire le djihad, ou votre fille avec vos petits-enfants. Beaucoup de familles n'ont rien compris, n'ont rien vu venir, quoi. Donc je pense qu'il y a un besoin de parler, de se soutenir, ce qui est naturel. Voilà, après, je pense que la grande majorité d'entre elles essayent justement de pas trop remuer pour pas trop attirer l'attention non plus, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi dans les images que vous avez filmées, enfin dans les témoignages de ces deux femmes, il y a aussi des choses inquiétantes aussi. Il y a des propos inquiétants où on sent bien il y a deux formes, enfin, ou en tout cas il y a deux types de femmes. Il y a celles qui effectivement regrettent très très profondément. Puis il y a d'autres, je me souviens dans ces images où on entend, oui, elles sont entre Françaises, mais c'est des Françaises elles veulent rester entre elles veulent rester là, et, etc., etc. C'est-à-dire qu'en gros, le djihad n'est pas terminé pour certaines. Comment on peut identifier ça, en fait, face à soi? Comment on peut identifier justement une femme qui, au fond, pense que c'est pas fini, et une femme qui regrette vraiment? C'est l'intérêt du cas par cas, de l'étude de chaque dossier, vraiment cas par cas. Et je pense que ça peut se faire au bout d'heures d'audition, ce genre de choses. Après, le gouvernement français a pas mal d'informations quand même sur elle, hein, déjà. Et, les plus radicales, hein, de ces femmes, soit aujourd'hui, il y en a qui sont encore dans le camp de Roche ou d'Alol. Ces femmes-là n'hésitent pas à faire du prosélytisme, à se mettre en avant, à dire tout le bien qu'elles pensent de la France dès qu'il y a un micro qui leur est tendu. Parfois, il y en a qui sont enfuis des camps aussi. Il y en a qui sont dans la nature. Elles se sont enfuies pour rejoindre des cellules de Daesh, qui sont pour l'instant dormantes, mais qui sont en train de se réactiver à droite, à gauche, en Irak, en Syrie. Donc voilà. Donc, pour moi, les femmes, il y a des femmes françaises qui sont là-bas, qui sont encore dangereuses, parfois même avec des enfants, qui sont vraiment, qui font un travail de déradicalisation, qui sont encore à fond dans l'État islamique, qui pensent que ça va revenir et qui ne lâchent pas l'affaire. Mais celles-là, en fait, c'est presque des caricatures, et on les repère tout de suite parce qu'elles se mettent en avant et elles n'hésitent pas à aller empêcher une autre femme de parler, ou je sais pas, par exemple, enlever le voile, ce genre de choses. Il y a quand même une espèce
Ils ont recréé une espèce de loi, de loi islamique au sein même du camp. Et c'est là, on les repère tout de suite quand même. Et les enfants dans tout ça, qui peuvent être français, qui peuvent avoir 9, 10, 11, 12 ans, euh, est-ce que eux-mêmes peuvent être influencés? Pour ceux qui n'ont connu que ça, quoi, est-ce qu'il y a dans leur imaginaire, est-ce on peut penser que des gamins eux-mêmes puissent finalement être dans une logique entre guillemets radicale? C'est possible. Je pense qu'il y a des cas d'enfants qui ont été quand même, dont le cerveau était plus que lavé. On a vu les images de ces enfants qui sont embrigadés dans ce qu'on appelait les lionceaux du califat, où on leur apprenait le maniement des armes à 4-5 ans, voire tenir un pistolet, une arme de poing. Oui, ces enfants sont complètement endoctrinés, mais ça reste des enfants. Les enfants, c'est une éponge. Si vous le mettez dans un environnement A, il va adopter les codes de l'environnement A. Si vous le mettez dans un environnement B, il va adopter d'autres codes. Donc, le fait est que ce soit des enfants, c'est ça qui peut les sauver. Contrairement à un adulte qui, lui, va avoir du mal à se remettre en question, ces enfants-là, il suffit, je pense, sincèrement, de les changer d'environnement pour qu'ils commencent déjà eux-mêmes à faire leur travail. Et c'est là que c'est important, parce que enfin, elles me le disent, mais en fait, en même temps, c'est pas très compliqué de comprendre ça. C'est que si ces enfants, on les laisse là-bas, dans ces camps-là, c'est là qu'il y aura un problème dans quelques années. Ils vont passer des années à ruminer. Ils ont quand même un sentiment d'abandon pour ceux qui sont nés en France. D'ailleurs, parce que ceux qui sont nés à Raqqa, c'est différent. Ils n'ont connu que ça. Mais il y a ce sentiment, il va y avoir ce sentiment qui va être là. Et puis, ils restent au contact, pour certains, d'éléments radicaux. Et les éléments radicaux, le but, c'est aussi d'endoctriner les prochaines générations de djihadistes. Donc, il ne faudrait pas les laisser là-bas, ne serait-ce pour cette question, que potentiellement, plus tard, ils peuvent changer. Est-ce que ce sera un peu là-dessus que vont s'appuyer le groupement d'avocats dont vous m'avez parlé le 29 septembre? Il y a quelque chose qui est prévu justement pour essayer de faire, comment dire, enfin, faire la lumière un petit peu sur cette problématique. De quoi s'agit-il exactement? Alors, ça, il faudrait voir avec l'avocat exactement ce qu'il compte faire, mais je pense qu'ils ont deux leviers en fait. C'est le levier de la justice, le fait que la France doit, et c'est dans la loi, doit juger ses ressortissants quand ils ne peuvent pas être jugés hors du sol français. Et il y a aussi la question de laisser ces gamins dans une situation dangereuse pour eux. C'est à la limite de la non-assistance à la personne en danger, quelque part, quoi. On sait très bien la situation dans laquelle ils sont malades, ils ne mangent pas bien, l'hiver arrive, il y en a qui sont malades, ils ont besoin d'être suivis en France, ils ont très peu accès aux médicaments, il faut avoir de l'argent pour payer les médicaments. Donc ces gamins, ils dépérissent, quoi. Ils dépérissent physiquement et psychologiquement aussi, parce qu'ils ont quand même vécu des choses qui sont hors normes. Depuis 3-4 ans, est-ce qu'on sait s'il y a eu des morts, des enfants français morts sur place, des femmes de Daesh françaises mortes sur place? Sûrement. Moi, j'ai pas les chiffres, mais si vous prenez le camp de Roge je dirais, est moins dur que le camp de Halol, qui lui est vraiment, enfin, c'est un camp où les forces démocratiques syriennes ont dû faire des opérations militaires pour casser cette dynamique de création d'un nouvel État islamique au sein même du camp. Pour ce qui est des enfants, il y a eu quand même 23 enfants morts dans ce camp depuis quelques années, soit par maladie, soit par accident. Par exemple, vous avez des fosses de récupération des eaux usagées, hein, des toilettes, tout ça, qui sont à même comme ça dans le camp, et un enfant est tombé dedans, il est mort. Voilà, c'est des accidents comme ça, entre guillemets domestiques, mais aussi des maladies qui ne peuvent pas soigner sur place, quoi. Merci Vincent Wertner. Donc nous allons retrouver vos images aussi qui vont accompagner cet entretien. Et puis dans le journal Marianne également, il y aura une double page avec un entretien avec un avocat spécialisé sur ces problématiques d'enfants et de femmes de Daesh de France. Merci beaucoup. Merci Stéphane.